Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, les micros du Canard enchaîné. C'est une histoire de plomberie, d'espions et de presse. Comme dans un film dont on ne saurait pas s'il s'agit d'une comédie ou d'un drame, avec ce sentiment étrange de ne pas savoir s'il faut en rire ou en pleurer. Disons que l'histoire en elle-même nous ferait plutôt sourire, tant le scénario paraît pathétique et tellement stupide. Mais elle peut aussi nous faire grincer des dents, car l'enjeu, c'est la liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est la démocratie. Or, des événements récents nous ont prouvé que dans ce pays, la France, où la presse est libre, reconnaissons-le, il y a quand même et encore des entorses à la liberté d'informer et d'être informé, car le préjudice s'applique à la fois aux journalistes et au public. Des confrères du journal Le Monde, par exemple, ceux qui enquêtaient sur l'affaire Bettencourt il n'y a pas si longtemps, peuvent en témoigner. Leurs ordinateurs ont été piratés par des opérations de basse police. Les mauvaises habitudes ne se perdent pas. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot et Adrien Cara. Coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique Dimitri Gronov, David Federman. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. La présence de micros au journal Le Canard enchaîné. Je suis monté et là je suis tombé sur toute une équipe qui était en train d'installer des fils, qui avait soulevé des lattes de parquet, qui perçaient des trous dans les plafonds et dans les murs. Cet hebdomadaire publie dans son numéro qui paraît demain une série d'articles. On aurait voulu faire quelque chose qui profite au canard, qu'on n'agissait pas mieux. Une série d'articles mettant directement en cause certains services de police. Parce qu'enfin, vous imaginez ça, mettre comme guetteur un type en uniforme, avec un talkie-walkie qui parle si fort qu'on l'entend partout. Allons donc. Mettant directement en cause le ministre de l'Intérieur, M. Marcellin. On déclare, le ministre de l'Intérieur a donné l'ordre de poser des micros au Canard enchaîné. Mais où sont les preuves ? L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui et que vous allez découvrir ou redécouvrir se situe donc dans les années 70 sous la présidence de Georges Pompidou. On a installer des micros dans les locaux d'un journal qui dérange, Le Canard enchaîné. Cela semble surréaliste, c'est bêtement vrai. Notre invité aujourd'hui, Claude Angély, qui était rédacteur en chef du Canard à l'époque des faits et qui aujourd'hui est chroniqueur dans le même journal. Lundi 3 décembre 1973, André Escarot, dessinateur et administrateur du Canard enchaîné, sort d'un cinéma des Grands Boulevards à Paris. Il vient récupérer sa voiture aux abords du 173 rue Saint-Honoré, un pur hasard. Il passe devant l'immeuble où l'hebdomadaire satirique doit s'installer dans ses nouveaux locaux après la fin des travaux. Il fait nuit et le dessinateur lève la tête vers les fenêtres, ou un coup d'œil machinal comme ça, vers les étages où s'installera son journal. Or, de la lumière filtre du 3e étage, des éclats comme des lampes torches. Que se passe-t-il ? Des ouvriers ? Des visiteurs à 22h passées ? Ou des voleurs ? Escarot décide alors d'entrer dans l'immeuble. Et là, il tombe nez à nez avec 2 agents de police en uniforme qui semblent faire le guet. Quand il arrive au 3e étage, il sonne. Derrière la porte des futurs bureaux, il surprend une équipe d'ouvriers qui bredouille des explications vaseuses sur des travaux de chauffage en cours. Dans la pièce principale, le dessinateur aperçoit des lames de plancher soulevées, des câbles et des boîtiers électriques. Enfin, tout un arsenal qui n'a pas grand-chose à voir, franchement, avec les outils habituels d'un plombier. Escarot redescend en courant, croise les policiers en faction sur le trottoir. Mais que surveille-t-il ? Le dessinateur réussit à joindre le directeur du journal et des journalistes quelques minutes après. Ensemble, ils reviennent dans les locaux du Canard, mais là, tout le monde a disparu. Les faux plombiers, leur matériel, tout le monde. Mais les trous dans le mur, hâtivement rebouchés, et les traces sur le parquet ne laissent pas de place au doute. Les fils retrouvés également, non. Tout cela montre à l'évidence que ces étranges ouvriers plaçaient des micros. Je suis monté et là je suis tombé sur toute une équipe qui était en train d'installer des fils, qui avait soulevé des lattes de parquet, qui perçaient des trous dans les plafonds et dans les murs. J'ai demandé quel était le nom de l'entreprise, il n'a pas été incapable de me le dire. Tout d'abord, il m'a dit qu'il venait pour le chauffage, qui marche depuis 15 jours d'ailleurs. Alors je suis redescendu, j'ai appelé le directeur,
rédacteur en chef. 2 heures plus tard, on était sur place. On a rouvert les lattes de plancher. On a trouvé les trous. C'était vraiment des micros. Ah oui, il n'y a aucun doute. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez les poser plainte ou? Ah, ça, j'en sais rien. On va voir ça ce matin. Là, je vais aller au Marbre. On va faire un numéro là-dessus. C'est intéressant. En effet, à la une du numéro du Canard daté du 5 décembre 1973, les lecteurs découvrent le récit d'André Escarot, les photos des trous dans le mur et un article de Roger Fressos, le directeur du journal Papier, encadré de rouge et titré « La République des microcéphales ». Un Watergate au Canard, clame le titre, suivi d'un « Oh Marcelin, quel Watergaffe !» Raymond Marcelin est alors ministre de l'Intérieur et le Watergate est la grande affaire américaine, souvenez-vous. C'était en 1972, de faux cambrioleurs avaient espionné et fouillé les bureaux du Parti démocrate avec une maladresse semblable à celle de nos faux plombiers de la rue Saint-Honoré, à ceci près que cette affaire avait conduit à la démission 1 an après du président des États-Unis, Richard Nixon. Mais nous ne sommes pas aux États-Unis. Aucune affaire révélée par la presse n'a fait tomber un président. C'est comme ça en France. Dans ce pays, messieurs, nous avons une conception du droit, en France, qui a toujours été au fond de nos institutions. C'est cette conception personnelle du droit. Quand on accuse, on prouve. Il n'en reste pas moins que le scandale des plombiers du Canard enchaîné devient l'affaire. Les hommes politiques s'en emparent et même dans la majorité, certains doutent, comme Alexandre Sanguinetti, le secrétaire général de l'UDR. Il appartient tout d'abord à la justice, à laquelle nous faisons une confiance totale, de déterminer qui est responsable, qui a commis des fautes. Mais si les faits sont exacts, nous sommes en présence de fautes d'ordre moral, politique et professionnel telles qu'elles exigent des sanctions. Il y a 8 jours, M. Sanguinetti, vous parliez de crétinisme des auteurs éventuels de cette affaire et de canular. Est-ce que votre position est la même ou a-t-elle évolué? Vous savez, au début de cette affaire, beaucoup de journaux, comme nous-mêmes, se sont demandé si l'on n'était pas dans un canular, car enfin, il est arrivé au Canard d'en faire. Mais il est évident qu'il y a eu quelque chose. Si ce sont vraiment des services de police, on ne peut qu'être stupéfait de la façon dont ils ont procédé. Et on garde le sentiment qu'ils avaient envie d'être vus. Alexandre Sanguinetti, le secrétaire général de l'UDR. L'UDR, c'était le nom du parti gaulliste à l'époque, avant qu'il ne devienne le RPR. Bref, toute la presse est maintenant sur l'affaire du Canard enchaîné. Les journaux français, naturellement, mais aussi la presse internationale. Le gouvernement est interpellé à l'Assemblée nationale. Il se trouve que le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcelin, ce jour-là est malade. Et c'est son secrétaire d'État, Pierre Vertadier, qui prend la parole sous les fous rires des députés. Et pour cause, il nie tout. L'ensemble des déclarations faites par les gardiens en position statique et par les chefs de car en patrouille révèlent qu'aucun fonctionnaire n'est passé à pied dans la rue Saint-Honoré. Eh oui, ils sont pas assez nombreux pour passer partout, vous voyez bien, messieurs. Et que si des véhicules y sont passés, car il y est passé des véhicules de patrouille, aucun ne s'est jamais arrêté. La vérité n'est-elle pas que depuis le rétablissement de l'ordre public en 1968 et son maintien depuis lors par le ministre de l'Intérieur et la police nationale, une campagne dont vous êtes largement responsable d'ailleurs, revêtant les aspects les plus divers et menée pour discréditer cette action aux yeux de l'opinion publique? La vérité, c'est que le Canard enchaîné gêne. Depuis le début des années 70, il sort des dossiers de plus en plus sensibles et compromettants pour le gouvernement. Certains mettent en lumière les magouilles du monde politique de l'époque, en ces années où les scandales se succèdent. Scandale de la garantie foncière, affaire des abattoirs de la Villette, ou encore inculpation d'un inspecteur des impôts, inculpation de policiers et de parlementaires lyonnais pour proxénétisme, détournement d'argent public, vol, et pour finir, cette mise en cause du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas qui utilisait les ficelles du Code des impôts pour s'abstenir d'être lui-même contribuable. Tour de passe-passe, légal d'ailleurs, mais gênant sur le plan moral pour un chef de gouvernement. C'est dans ce climat assez détestable que surgit Gabriel Aranda, le coup fatal, appelé l'archange Gabriel. Qui est donc cet homme au surnom énigmatique?
Eh bien, c'est un conseiller influent dans le cabinet d'Albin Chalandon, alors ministre de l'Équipement et du Logement. Il est inculpé de vol de documents administratifs révélant des malversations financières. Le gouvernement n'en peut plus, il est au bord de la crise de nerfs et devient paranoïaque. Et enfin, d'où le canard enchaîné qui révèle la plupart des affaires tient-il ces informations? Qui dans le gouvernement ou la police donne des renseignements? Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur, en est sûr, c'est une conspiration contre l'État et il faut impérativement sévir. Marcellin a une obsession, mai 68. Surtout ne jamais connaître de nouveau des événements de cette nature. C'est une sorte d'obsession proche de la névrose politique, qu'il l'explique d'ailleurs dans une interview accordée à Paris Match le 4 mai 1971. En mai 68, on n'a pas frappé assez fort, ni surtout assez vite. Le mouvement de mai 68 aurait pu être liquidé en 2 jours. Il fallait ramener l'ordre tout de suite, garder les gens arrêtés, s'emparer des chefs. Mai 68 ne se reproduira pas, car tous les moyens prévus par la loi et la Constitution seront employés, et croyez-moi, avec vigueur, pour l'empêcher. Je ferai mon devoir avec méthode et persévérance, malgré les critiques intéressées de ceux qui essaient de saper l'autorité partout où elle se trouve et qui ont beaucoup trop de complices. Ce que nous demandons à la police et moi-même, c'est que ceux qui nous demandent de maintenir l'ordre ne nous en discutent pas les moyens. Ton martial pour un vaste programme. Et pour Raymond Marcellin, ce climat délétère des affaires troubles relayé par cette presse qui pratique le terrorisme journalistique doit être combattu avec sévérité et toutes les méthodes peuvent être utilisées contre cette sorte d'ennemi de l'intérieur, on n'en est pas loin. Le Canard enchaîné devient alors le journal à abattre. Il faut savoir qui le renseigne et ce qu'il prépare. Retour au mois de décembre 1973 pour l'affaire des micros du Canard. À l'Assemblée nationale et à travers tout le pays, le débat est très animé. Chacun cherche une explication à cette histoire grotesque de faux plombiers et de vraies barbouzes qui placent des micros pour espionner un journal satirique et surtout, un journal d'investigation. Guéry, le ministre Marcellin reprend la direction des opérations. La première des accusations a été « c'est le ministre de l'Intérieur qui est le responsable de ces faits ». Mais où sont les preuves? Puis, ensuite, on déclare « Le ministre de l'Intérieur a donné l'ordre au directeur de la direction de la surveillance du territoire de poser des micros au Canard enchaîné. » J'ai aussitôt répondu que, comme vous le savez, comme vous l'avez lu, je n'ai donné aucun ordre, aucune instruction, je n'ai rien à voir, ni de près ni de loin, dans cette affaire. J'ai donc demandé au directeur général de la police nationale, responsable de l'ensemble des services, de bien vouloir diligenter une enquête immédiatement, puisque les accusations étaient lancées. Il a interrogé tous ces directeurs par écrit. La réponse a été formelle de la part de ces directeurs. Aucun de nos services ne s'est occupé d'une telle affaire. Et on m'a remis les lettres. Alors, une autre accusation est lancée. On dit un commando de la DST a été faire cette opération et celui qui l'a commandé, c'est monsieur Neveu, le commissaire Neveu. Celui-ci, c'est de son propre chef, immédiatement rendu chez le procureur de la République et a dit « je suis à la disposition de la justice et que dans cette affaire, je n'ai rien à faire. Et quant à ce portrait robot, eh bien, on verra si c'est moi. » Et le juge d'instruction a reçu son témoignage. C'est ce que tout le monde sait aujourd'hui. Ensuite, le juge s'enquiert et dit « vous accusez ». Et pourquoi vous accusez? Et sur quoi sont fondées vos accusations? Et il interroge M. Frezos, le directeur du Canard enchaîné, et M. Angéli, l'auteur des articles. Et ceux-ci, à la sortie du bureau du juge d'instruction, déclarent « le juge d'instruction nous a demandé de dire sur quoi nous nous appuyons pour proférer de telles accusations. Nous n'avons pas répondu. » Car nous avons dit, nous ne dévoilons pas nos informateurs, c'est notre secret professionnel. Comment voulez-vous que des instructions se fassent? Chacun n'a qu'à se réfugier derrière son secret professionnel. Il n'y a plus aucune instruction qui est possible dans ce cas-là, et ceci, nous l'avons lu dans des communiqués, et même on a ajouté nos lecteurs jugeront, comme si c'était les lecteurs dans leur masse
et d'une façon indiscriminée qui rendait la justice dans ce pays. Messieurs, nous avons une conception du droit en France qui a toujours été au fond de nos institutions. C'est cette conception personnelle du droit. Quand on accuse, on prouve. On ne dit pas à ceux qu'on accuse, prouvez que vous n'avez rien fait. Ceci, ça n'est pas notre droit. Ce n'est pas à ceux qui sont accusés de venir se justifier, c'est aux accusateurs d'apporter les preuves. Quand on accuse, on prouve. Le gouvernement choisit donc une stratégie classique, il nie. Ses membres et ses soutiens tentent d'égarer l'opinion sur de fausses pistes, fussent-elles ridicules ou surréalistes. Raymond Marcellin, encore lui, parle de machination. Le président de la République, Georges Pompidou, lui parle d'une farce. Tandis qu'Olivier Stirn, porte-parole du gouvernement, émet l'hypothèse d'une opération montée par des activistes communistes. Et ce n'est pas fini. À croire que chacun au gouvernement a sa vérité ou a mené son enquête. Le Premier ministre, Pierre Messmer, déclare sur RTL qu'il s'agit sans doute d'un canular monté par les journalistes du Canard eux-mêmes. Puis, pêle-mêle, on évoque l'intervention d'espions opérant pour le compte de l'Est, ou encore du rôle trouble joué par la CIA, ou bien, pour corser le tout, d'un complot maçonnique visant à briser la réputation de la DST, le service de contre-espionnage français. Des arguments plus ridicules les uns que les autres, un inventaire à la Prévert sur fond d'espionnage. Si l'imagination n'est pas forcément au pouvoir, le pouvoir a de l'imagination. Pourtant, même dans la majorité, certains commencent à s'impatienter et interpellent le gouvernement. Alexandre Sanguinetti, toujours lui, se montre sceptique. On aurait voulu faire quelque chose qui profite au Canard qu'on n'agissait pas mieux. Et il faut renvoyer pour crétinisme ceux qui ont monté cette affaire, si elle est d'essence officielle. Parce qu'enfin, vous imaginez ça, mettre comme guetteur un type en uniforme avec un talkie-walkie qui parle si fort qu'on l'entende partout. Ou bien qu'on éclaire à giorno les bureaux pour faire ce boulot et qu'on évente tout. Allons donc. Il a fallu plusieurs années pour découvrir que l'ambassade de France à Varsovie, qu'on venait de construire, était truffée, elle, de micros. C'est vrai, il y en avait 74. Et puis tout d'un coup, on aurait l'idée de faire ça avec un tel procédé en France. Ben, j'espère, pour l'honneur de la police et ses capacités, qu'elle travaille mieux. Et je suis convaincu, d'ailleurs, pour ma part, qu'il ne s'agit pas du tout d'une opération montée par la police. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les micros du Canard enchaîné. Notre invité, Claude Angeli, rédacteur en chef du Canard enchaîné à l'époque des faits. Neuf jours après la découverte des faux plombiers, le Canard enchaîné publie le récit détaillé de l'opération Palme. Le nom de code a été choisi par la DST pour une action destinée à espionner le journal et à démasquer ses sources. Tout un programme. D'un papier fracassant, le rédacteur en chef Claude Angeli met ainsi au jour la liste des groupes impliqués dans cette basse œuvre de police politique, cette mission hors la loi que le gouvernement a confiée à un service chargé en principe de lutter contre les espions venus de l'étranger. Et comble de l'horreur pour les agents secrets, comme un boomerang assassin, les noms des commissaires et inspecteurs pris en flagrant délit sont imprimés. Oui, le journal cite 6 noms de policiers présents le fameux soir, dont les inspecteurs Jacques Delbois et Georges Laborde, ainsi que le commissaire Jacques Neveu et les inspecteurs Raphaël Sana et Jacques Colonna de la section technique et du groupe de protection. Réaction de Jacques Monat, responsable syndical de la police. Il y avait au départ 2 éventualités, où la pose de micro par une organisation semi-privée ou autre, ce qui est illégal, et la police doit faire son enquête pour trouver les coupables, ou alors, ce qui semble se confirmer, l'action directe d'un service important de police. Il est évident que là, à ce moment-là, se pose pour nous la responsabilité, car nous ne croyons pas que des policiers puissent agir dans des opérations de ce genre s'il n'y a pas ce que l'on appelle des ordres supérieurs. Donc nous pensons que le ministre de l'Intérieur est directement concerné par cette affaire et qu'il porte une lourde part de responsabilité. Quand M. Sanguinetti, le secrétaire général de l'UDR, parle de châtier les responsables, est-ce que vous pensez que cette responsabilité s'élève jusqu'au ministre ?
Dans une opération de ce genre, oui. L'exécutant d'un ordre illégal est aussi responsable que celui qui l'a donné. Et dans une opération de ce genre, à tous les niveaux, ceux qui ont participé de près, soit en donnant des instructions, soit en exécutant, pour nous, sont des gens qui portent une entière responsabilité et qui doivent être sanctionnés sous les formes prévues par la loi. C'est grave, parce que lorsqu'on fait apparaître qu'un service officiel agit dans l'illégalité, c'est quand même quelque chose de très inquiétant, quoi. Et ce sont des choses qui nous rappellent un petit peu ce qui s'était passé au moment de l'affaire Ben Barka. On avait vu un malaxage de truands, de policiers officiels. Ce ne sont pas des choses qui sont bonnes pour l'image de marque du policier. La DST se trouve dans la position du SDEC au moment de l'affaire Ben Barka ? Je pense que la DST se trouve dans une situation très embarrassante pour elle, quoi, parce qu'il faut maintenant s'expliquer. Et selon ce que le juge arrivera comme conclusion, ça risque quand même d'avoir des graves conséquences. À la mi-décembre 1973, sur les conseils de leur avocat, maître Roland Dumas, les dirigeants du Canard portent plainte contre X pour violation de domicile et tentative d'atteinte à la vie privée. C'est le début d'une longue histoire judiciaire, 7 années de procédures qui vont offrir autant d'exemples de subordination de la justice au pouvoir politique, avec des raisons ridicules évoquées pour freiner l'instruction, ce qui revient au même, finalement. Quand on accuse, on prouve. On ne dit pas à ceux qu'on accuse, prouvez que vous n'avez rien fait. Au tout début, la DST nie tout et prend l'affaire sur le ton du canular. La découverte par le juge Bernard des fils passés sur le toit de l'immeuble ne fait pas changer l'attitude de la centrale du renseignement et les officiers cités par le Canard se rendent aux premières confrontations pour l'enquête. Ils y vont tranquilles, sûrs de leur impunité. Escarot, le dessinateur et premier témoin, n'a peut-être vu les plombiers que quelques minutes dans l'obscurité, mais il est physionomiste, Escarot, et il reconnaît l'inspecteur Laborde et le commissaire Neveu. Mais Escarot n'est pas le seul témoin, et la concierge de l'immeuble également a vu des hommes au comportement, disons, étrange. L'ouvrier peintre me l'a présenté comme l'entreprise des voilages. Il m'a dit, ce soir il viendra chercher on vous déposera les clés à la loge, et ce soir il viendra vous les chercher. Bon, alors le soir, il est venu donc vers 7 heures me dire Madame, vous me remettez? Je dis oui, monsieur. Je suis venue pour les clés des locaux du Canard. Il dit oui, l'entreprise de voilage. Alors je lui ai donc remis les 3 clés. Au total, il est venu combien de fois? Au total, il est venu moins une dizaine de fois. Pour moi, je l'ai vu une dizaine de fois à la loge. Il m'a dit qu'il voulait pas déranger les ouvriers, comme c'est un travail quand même, comme il faisait la peinture. Il ne voulait pas déranger les ouvriers. Est-ce que vous pouvez me donner le signalement de cet homme? Cet homme, c'est un brun, tête penchée, le regard un peu sournois, mais en dessous, je veux dire. Pas sournois, mais je veux dire, il a les yeux très enfoncés. C'est peut-être dû à ça, qu'il a cet air. Et bien sûr, c'est un brun, très brun, bel homme. C'est bien le signalement de l'homme que vous avez reconnu comme étant un inspecteur de la DST. Je ne sais pas si c'est un inspecteur de la DST, bien sûr. Je l'ai appris là... Ces jours-ci, je ne le savais pas. Dès lors, fini la rigolade. Dérobades et pressions vont se succéder et le système se révèle efficace. La justice ne se battra pas beaucoup. C'est que les policiers impliqués font pression sur leurs chefs. Ils ne veulent pas risquer la prison alors qu'ils ont agi sur ordre. Et les chefs, à leur tour, vont voir leurs supérieurs. Et oui, si un de leurs hommes craquait et parlait, les 10 supérieurs n'ont plus qu'à obtenir l'accord du ministère et sortir l'arme de défense massive, le secret défense. Et c'est ainsi que plus personne ne se rend aux confrontations demandées par le juge Bernard. Mais où sont les preuves ? Mais le 27 février, le journal publie 4 nouveaux noms, 3 inspecteurs de la section technique, Gaston Roger, Albert Leprince et Alain Herrier, et un des groupes de protection, Roger Cartillet. Le juge Bernard continue son enquête, malgré tout. Alors que les témoins se sont dérangés, pas un seul policier n'est venu. Certains émettent une hypothèse selon laquelle d'autres agents se rendraient aux convocations. Ils ne seront donc évidemment pas reconnaissables par les témoins. J'y retourne cet après-midi à 14h, bien sûr, pour une nouvelle confrontation. Pour l'instant, rien n'est sorti de cette entrevue d'hier. Vous n'avez reconnu personne hier? Personne. Et pourtant, vous habitez dans l'immeuble du Canard et vous avez vu, lors de l'affaire, vous avez vu les plombiers? J'ai eu l'occasion, oui, j'habite dans l'immeuble et j'ai eu l'occasion de
les croisés, bien sûr, dans l'escalier. Maintenant, c'est très loin, ça date de plus d'1 an et la mémoire visuelle, quand même, s'atténue. Fin mai, le Canard enchaîné, spécialiste des bons tuyaux, sort le nom d'un 11e plombier, René Grosset. Mais avec ce dernier témoin, le risque est doublement grand. D'abord parce que sa femme travaillait dans l'entreprise qui participait aux travaux de rénovation, et ensuite parce qu'elle est au courant de l'histoire. Alors trop de risques de fuite. Aussitôt, René Grosset est envoyé au poste aux Comores, puis à Djibouti, autant dire le plus loin possible. Pourtant, même au sein de la DST, des voix s'élèvent pour dire que franchement, aller mettre des micros dans un journal, ce n'est pas une mission normale pour les services. Vous pensez que des histoires comme celle du Watergate en Amérique sont possibles en France? Enfin, vous avez bien suivi l'histoire du Canard enchaîné. Nous sommes dessus. Nous sommes dessus. Nous sommes dessus. Qu'est-ce qu'on a reproché à M. Nixon? On lui a pas reproché d'avoir envoyé des gens dans l'immeuble des démocrates à Watergate. On lui a reproché d'avoir couvert l'enquête à un certain moment. Il est bien certain que, je ne sais pas si c'est les gens de la surveillance du territoire qui ont posé des micros au Canard enchaîné. Enfin, malheureusement, ça paraît probablement vrai. Et pourquoi dites-vous malheureusement? Vous l'auriez fait? Parce que non, alors je ne l'aurais sûrement pas fait. Ça, en aucun cas. Non. En aucun cas. Parce que la surveillance du territoire n'a pas à s'occuper d'histoire de politique intérieure, elle a à s'occuper de contre-espionnage. On lui a donné des moyens exceptionnels pour ça et pas pour autre chose. Donc je ne l'aurais pas fait. Et ça aurait été extrêmement simple de ne pas le faire. Il suffisait de réclamer un ordre écrit qu'on ne m'aurait jamais donné. Vous allez quand même surveiller de très près certains journaux. Mais jamais, c'est pas du tout le métier de la surveillance du territoire. Enfin, les écoutes téléphoniques... Ah, mais les écoutes téléphoniques, si, c'est autre chose. Fin du premier acte. Nous sommes maintenant en 1976. Le juge Bernard est muté et promu procureur général en Corse. Le juge Pinceau le remplace. Et celui-ci s'empresse de délivrer fin décembre 1976 une ordonnance de non-lieu dans laquelle, à gros traits, il trouve le moyen de rendre le Canard partiellement responsable de l'échec de l'instruction. Le juge explique qu'il n'a pas pu découvrir le suspect susceptible d'être inculpé. Et la suite est incroyable. Je cite le juge. Le Canard n'a été victime ni d'une violation de domicile puisque les bureaux étaient inoccupés au moment des faits, ni d'une atteinte à la vie privée puisque des journalistes ne peuvent avoir dans un local professionnel que des conversations d'ordre général ou professionnel. Précisons que le juge a reçu au préalable du directeur général de la police, Robert Pandreau, une lettre lui recommandant de se méfier, je cite, de ce journal louche. On voudrait étouffer l'affaire en haut lieu qu'on ne s'y prendrait pas autrement. En fait, le juge d'instruction, reprenant en cela les réquisitions du procureur de la République, estime qu'on n'a pas rapporté la preuve suffisante que les fonctionnaires mis en cause sont les auteurs de la tentative de pose de micro. En droit, le juge discute très longuement, et à mon avis inutilement, la qualification du délit. Il prétend d'une part que la violation de domicile ne serait pas caractérisée parce que les locaux n'étaient pas occupés. Là-dessus, c'est une discussion qui aura lieu en droit. Et ce qui me paraît beaucoup plus curieux, il soutient également que l'atteinte à la vie privée ne serait pas caractérisée parce qu'il s'agissait d'une pose de micro dans des locaux de journaux. Il prétend que les conversations des journalistes sont purement d'ordre politique et qu'il n'y a pas entre journalistes des conversations privées. Si cette interprétation prévalait, à mon avis, ce serait une restriction dangereuse de la loi, car il suffirait de dire qu'une pose de micro est tolérée dès lors qu'il s'agit d'un lieu public et que les gens qui s'y tiennent ne sont pas supposés avoir des conversations d'ordre privé. Il n'est pas sérieux non plus de prétendre qu'il ne pourrait s'agir que de conversations politiques, on aurait toute liberté pour les écouter. De 1976 à 1980, les pourvois en cassation succèdent aux interjections en appel. Finalement, la Cour de cassation donne tort, puis raison au Canard enchaîné. Elle casse le non-lieu. La Cour d'appel donc constaté que l'enquête n'avait pas été menée d'une manière régulière. Je pense que l'instruction va reprendre. Le problème est à reprendre au niveau de l'instruction, puisque la Cour de cassation a cassé le non-lieu du juge Pinceau. Vous avez l'air surpris, là. Je suis pas surpris, j'étais modérément optimiste. Le 7 février 1980, le second arrêt de la Cour de cassation clôt définitivement le dossier des micros du Canard enchaîné. L'arrivée de la gauche en 1981 ne suffira pas à le rouvrir.
Moralité, il n'y aura pas de Watergate à la française. Aucun responsable politique ne sera poursuivi, aucune enquête parlementaire ne sera menée. De cette rocambolesque histoire, il ne reste aujourd'hui qu'une plaque commémorative, en marbre, posée en décembre 1974, au-dessus du trou percé par les plombiers de la DST. Et sur le mur du bureau du directeur du Canard, on lit « Don de Marcellin, ministre de l'Intérieur de 1968 à 1974, ici, dans la nuit du 3 décembre 1973, des plombiers furent pris en flagrant délit d'installation de micro. » Serge Gainsbourg, pour en parler avec nous, non pas de Serge Gainsbourg, mais des micros du Canard enchaînés en 1973, Claude Angély, rédacteur en chef du Canard à l'époque des faits, et aujourd'hui chroniqueur dans le même journal. Bonjour Claude Angély. Bonjour. Alors, quand vous entendez le récit de ce que vous avez vécu aux premières loges, quel souvenir ça vous laisse 40 ans après? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ouais, ça me fait rire toujours. Ça me fait rire, mais en même temps, c'est une affaire tellement extravagante. On était en plein délire paranoïaque. On l'a entendu avec Marcellin notamment. Mais pas que lui. Pardon? Pas que lui d'ailleurs. Pas que lui, oui. Sanguinetti, par exemple, qui va prendre, disons, une attitude un peu plus nuancée, comme vous l'avez signalé, à un moment donné, il tape comme un fou, il dit « Le Canard est une entreprise de subversion caractérisée ». Et il la compare à l'OAS, à l'organisation armée secrète qui faisait des attentats à Paris, et aux gauchistes de 68. Ils ont 68 dans la tête. Ils pensent, comme Marcellin, il faut vaincre les révolutionnaires, comme il le dit à Paris Match, ou disparaître. Mais on est en plein délire. Ils ont tout fait sur le Canard à ce moment-là. Ils ont fouillé les poubelles. Ils ont mis les journalistes sur écoute. On en publie une dans notre livre d'ailleurs. Ils ont photographié les gens qui rentraient dans l'immeuble où on avait les premiers bureaux. Ils ont fait savoir que s'il y avait eu des micros, c'est parce que il y avait des espions soviétiques à l'intérieur du Canard. Et ils ont trouvé un journal, Valeurs Actuelles, pour ne pas le citer, qui à l'époque a fait des articles en disant que c'était une entreprise d'espionnage et de corruption soviétique, enfin des trucs. Ben, on était en plein délire, ce qui était très drôle, qui nous faisait une excellente publicité, mais qui est quand même scandaleux sur les principes. Et si vous voulez, quand on a fait ce livre avec Stéphanie Meignet, qui est romancière et qui a porté sa patte, disons, d'écrivain dans ce livre, on a bien voulu démontrer que c'était un effet miroir. C'est-à-dire, on raconte l'histoire des micros, du Canard, c'est emblématique, c'est exceptionnel, mais ça ouvre sur l'espionnage des présidents de la République, plutôt des candidats comme Mitterrand, Giscard, Chirac, Mitterrand, voilà. Et Sarkozy. Oui. Et on apporte les preuves, dans ce livre, que tous ces présidents de la République, lorsqu'ils étaient candidats, ils étaient écoutés, et quand ils sont arrivés à l'Élysée, ils ont juré qu'ils allaient en finir avec les écoutes téléphoniques. Y compris, j'ai discuté avec le lieutenant de Giscard, il me disait « Mais non, Claude Angély, c'est fini. C'est fini. » Et quelques mois après, ça reprenait. Et quand Chirac a rompu avec Giscard, est devenu un adversaire dangereux, Giscard l'a mis sur écoute, en même temps qu'il mettait sur écoute le Canard enchaîné. Tout ça est raconté, précisé, et preuve qu'on n'est pas sectaire. Mitterrand, bien entendu, on connaît toutes les affaires des gendarmes de l'Élysée, oui, qui ont posé des micros un peu partout. Et ensuite Sarkozy. Moi j'ai fait un article en expliquant que Sarkozy était mis sur écoute par Chirac et Villepin. Villepin, je le connais depuis 15 ans, à l'époque. Vous croyez qu'il a protesté sur l'article du Canard? Non. Sarkozy n'a pas bougé. Tout ça était vrai. Et quand Sarkozy arrive au pouvoir, il se met en colère parce que, dans le Figaro, le 18 juin 2008, paraît une tribune de militaires et d'anciens militaires qui met en cause le livre blanc concocté à l'Élysée. Alors, on met ces gens sur écoute pour essayer de trouver qui c'est, et on fait une perquisition à l'école militaire. On saisit des ordinateurs d'officiers. On met sur écoute Vincent Desportes, patron de l'école de guerre. Vincent Desportes, tout le monde le voit à la télévision actuellement, donnant son avis sur toutes les opérations militaires.
que fait la presse? Elle est un peu gênée. Bon, ça bouge pas. Sarkozy, donc, pratique ce genre de choses. Kouchner porte plainte contre X, mais il vise le Canard enchaîné, qui sort des documents du Quai d'Orsay. Là-dessus, la DCRI... Et ça fait ça d'aujourd'hui. Voilà, oui. Se met à travailler sur le Canard enchaîné. On leur fait savoir qu'on sait. Oh, ils disent, non, vous tracassez pas, il se passera rien. Total, ils convoquent 40 ou 50 diplomates à Nanterre, au siège de la CRI, pour essayer de trouver la taupe du Canard. Est-ce que vous voulez dire en fait que la résonance de ce qui s'est passé en 73, elle est forte aujourd'hui? Oui. En fait, c'est ça. Et que les socialistes ne sont pas exempts de tout reproche. Par exemple, je n'ai pas d'exemple d'écoute des socialistes, mais ils ont fait voter, avec l'opposition d'ailleurs, une modification du Code de sécurité intérieure dans la loi de programmation militaire. Ouais, pourquoi on fait voter ça? Alors tout le monde vote ça, et alors on va pouvoir maintenant enquêter sur les journalistes, ou vous et moi, ou d'autres, du monde de la société civile, sur les opérateurs de téléphonie, sur les cybercafés, sur ceux qui organisent l'accès à Internet, et détecter tout. Donc je veux dire, le combat pour la liberté de la presse, c'est un combat qui reste entier en France. Oui, même le combat pour la liberté tout court. Tout court. Alors, vous parliez du livre, je le cite, effectivement, vous le signez avec votre consoeur Stéphanie Meignier, s'appelle Les micros du Canard. Alors, le sous-titre est important, et aussi, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous écoutés avant de devenir écouteurs, et c'est aux éditions Les Arènes. Alors, effectivement, tout à l'heure, vous disiez, oui, on était choqués parce que c'est choquant. En même temps, ça nous faisait de la pub. Et puis donc, il y a ces articles qui suivent dans le Canard enchaîné. Est-ce que vous les avez écrits avec une certaine gourmandise, finalement? Oui, avec plaisir, oui. Non, mais c'est très drôle. Y compris, on a fait savoir, parce que moi, je le raconte dans le livre, c'est un fonctionnaire de la DST qui m'a donné les clés. C'est un ancien fonctionnaire de la sécurité militaire qui me dit en gros ce qui s'est passé, et ensuite un membre de la DST. Bon, je n'ai aucune preuve autre, mais je sais, et je donne des noms. Mais à ce moment-là, je fais savoir, par intermédiaire, à ces plombiers dont j'ai cité les noms, qu'on retirera notre plainte, qui n'ont pas à se tracasser, s'ils mettent en cause leur chef. Bon, ils n'oseront pas le faire, mais ils vont quand même menacer leur chef en enregistrant une conversation dans les bureaux, et je sais qui, en disant, si vous nous envoyez chez le juge, on balance tout. Et donc, terrorisé, de Marcelin au chef des plombiers, à la DST, on dit, il faut plus bouger, et donc on étouffe l'affaire. Bon, tout ça est scandaleux, mais risible en même temps, parce que c'est complètement imbécile de pratiquer ce genre. Ce que je voulais dire, c'est que ce ne sont pas des gugus qui sont venus. Ce sont les gens du service technique et qui savent travailler. Seulement, ils avaient mal tendu un rideau. Et c'est pour ça qu'Escarot a vu un petit filet de lumière. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a découvert la chose. C'est à la fois passionnant, parce que c'est une belle histoire, et en même temps, c'est inquiétant parce on arrive à une petite NSA à la française. Et donc, on n'a aucune garantie. On peut localiser mon téléphone portable quand je viens devant la maison de la radio. On peut surprendre telle ou telle conversation si on le veut. Je ne saurais pas. Et maintenant, il n'y a pas d'organisme de contrôle. Quand on a eu un procès avec la DCRI, justement, parce qu'on a accusé Sarkozy de superviser l'espionnage des journalistes. Bon, là encore, on nous a dit, pas de preuves. J'ai dit, il n'y a pas plus de preuves que pour les plombiers. Et on a eu un procès avec Scorsini. On a perdu en première instance une condamnation à 800 € avec sursis. Vous voyez, comme c'est ridicule. Prononcée par la fameuse 17e chambre correctionnelle, oui. Celle qui statue sur les affaires de presse. On a fait appel. Et on a gagné un appel, et Scorsini, qu'on connaît bien et tout, maintenant il n'est plus à des séries, il va en cassation. Mais tout ça est parfaitement clair. On nous a lancé 7 ministres pour dire que le Canard s'était farfelu. Tout ça parce que Sarkozy voulait pas porter plainte, et il envoyait les ministres.
qui disaient n'importe quoi, y compris le Canard n'est pas le Washington Post et tout, Angélie n'est pas Woodward ou Bernstein, enfin des conneries, pardonnez-moi, mais enfin des conneries à l'échelle de ce que disait Marcellin ou autre. Un détail. Marcellin, quand il y a eu un petit film sur le Canard, a souhaité me rencontrer. 25 ans après. Alors ça s'est passé dans un restaurant de l'île Saint-Louis, et avec le réalisateur du film, il y avait 4 personnes et tout, je me suis levé, j'ai dit « Bonjour, monsieur Marcellin, c'est Verdun ». Bon, il n'a pas saisi l'humour, et il m'a sorti en même temps, c'est pas moi, c'est Gallet, tout ça et tout. Ah, sur l'affaire des micros? Oui, sur l'affaire des micros. Et j'ai j'ai d'abord eu au téléphone 2 plombiers, dont un qui est maintenant dans les sports aériens, et je dis, on peut se voir? Oui, si vous voulez, mais je peux amener ma femme. J'ai dit, oui, venez déjeuner, mais vous connaissez l'adresse. Ils sont venus, on a déjeuné, on a parlé, bon, il reconnaît tout, il n'y a pas de problème. Et l'autre est venu aussi déjeuner. Il m'a raconté des choses qu'il n'avait jamais dites, d'ailleurs. Lesquelles? Qui sont dans le livre, c'est que il avait fait ami avec, dans l'immeuble voisin, un noir qui habitait un petit studio. Parce qu'il fallait faire passer des fils dans ce studio. Voilà. Je l'ai publié. Mais ça ne l'a pas empêché, lorsqu'il a été interviewé dans une émission faite par Alexandre Fronty, qui est malheureusement mort, une petite émission sur les micros du Canard, qui est très bien, de me traiter encore d'espion. Et de traiter qu'il y avait des espions au Canard. Enfin, on est en plein... Oui, on est en plein délire. On l'a vu, vous me parliez de... Raymond Marcellin vous a dit c'est Gallet. Robert Gallet. Robert Gallet. Qui avait quel poste il était ministre des Armées. D'accord. À l'époque, c'était ministre des Armées, on n'appelait pas ça ministre de la Défense. Et Robert Gallet était celui qui avait dit, et qui est cité dans le livre d'ailleurs, en cas de crise grave, l'armée est le dernier recours. Non mais écoutez, je dirais... Effectivement. Qu'est-ce que ces plombiers, qu'est-ce que les services secrets, les services de renseignement veulent savoir quand ils vont fouiller de façon illégale dans les locaux du Canard enchaîné? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Vos sources, c'est ça? C'est les sources. Qui vous renseigne? C'est ça, oui. Et ils ont trouvé personne. Et alors Giscard ira même jusqu'à envoyer une enquête fiscale. Pendant 4 mois, un fonctionnaire est venu enquêter sur le Canard, pour savoir s'il n'y avait pas une caisse noire où on payait grassement, comme c'était dit dans une certaine presse, grassement des fonctionnaires pour qu'ils trahissent. Alors, on a entendu un propos saisissant de Raymond Marcellin tout à l'heure, dans le récit, qui disait « Mais comment voulez-vous que la police fasse son travail si les journalistes ne donnent pas leurs sources ?» Alors on a envie de dire « Monsieur, ça s'appelle la protection des sources », qui est un problème qui n'est pas réglé, même si la dernière loi de janvier a amélioré un peu les choses. Bon, c'est interdit de violer les sources, mais il n'y a pas de sanction pénale. En gros, c'est ça. Hein. On est entre... Comment a-t-on fait avec les journalistes du Monde, avec ceux de Mediapart, y compris en volant un ordinateur au point, on cherche les sources, toujours. On cherche les factures détaillées de Fabrice Lhomme ou de Harfi pour savoir à qui ils ont téléphoné, à quel moment. Bon, à nous, on nous fait pareil. Bon, il faut prendre des précautions. Les sources du Canard enchaîné n'ont jamais été découvertes, y compris les fonctionnaires qui m'ont informé dans l'affaire des micros. Ils y vont très bien. Alors, ensuite, le Canard enchaîné a fait d'autres coups mémorables. Alors, vous êtes au Canard enchaîné depuis au moins cette affaire-là, peut-être même avant. 71. Donc, ça fait 44 ans. Quels ont été les grands moments pour vous du Canard enchaîné après cette affaire-là? Bon, il y a eu les diamants, c'était vraiment... Il y a eu les diamants, mais il y a eu l'affaire Boulin. Oui. Il y a eu l'affaire de Breuil. Il y a eu les affaires des appartements de la ville de Paris. Il y a eu les faux électeurs de M. Tibéri et consorts, et de Chirac. Il y a eu... attendez encore. Il y a eu l'affaire Papon. On a sorti l'affaire Papon. Et les appartements dont M. Juppé a bénéficié et fait bénéficier une partie de sa famille, qu'on a publié. Et d'autres affaires... D'autres faits d'armes mémorables, oui. Alors, on dit, le Canard enchaîné, journal satirique. Certes. Oui. On rit, on sourit quand on lit le Canard enchaîné, mais c'est d'abord un journal d'investigation, le Canard enchaîné. Non, mais la satire, ce n'est jamais que porter l'investigation jusqu'au bout. C'est utiliser la polémique, le rire, le sourire et tout. Bon, le Canard a une tradition, il est né avant de faire de l'investigation, avant-guerre, autre.
Puis, disons, il n'est pas paru en 40-44, Dieu nous garde. Et ensuite, l'arrivée de Gaulle, les guerres coloniales, ça a permis à l'équipe de se développer. C'est Jean-Raoul Clémentin qui est rédacteur en chef, qui m'a embauché, qui a embauché d'autres gens. Et maintenant, on est dans cette pratique-là, et cette pratique, maintenant, elle est partagée par d'autres journalistes. Heureusement, d'ailleurs. Et c'est une bonne concurrence, et c'est une bonne émulation, et dans cette période où la presse ne va pas très bien. Alors justement, comment va le Canard? Comment se porte le Canard, effectivement, dans un secteur qui vit une crise terrible, avec un modèle économique de moins en moins viable? Comment vit le Canard? Ça va, on fait des bénéfices tous les ans. Tous les ans, les bénéfices ont diminué. La vente a un peu diminué. D'ailleurs, on a publié nos comptes il y a 15 jours, ce que ne font pas tous les journaux. Et on publie nos chiffres de vente, qui sont connus parce qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Non, c'est 400 000 en moyenne, qui est en baisse par rapport à l'année précédente. Alors, quand vous pensez que le Figaro, le Monde, Libération et les hebdos, l'Observateur et autres, tout le monde baisse. Hein. Mais il y a la faute des directeurs de journaux, il y a la faute des journalistes, mais il y a aussi la responsabilité de l'opinion. Je veux dire, il y a des tas de gens que je connais qui n'achètent plus de journaux, n'achètent plus de quotidiens, écoutent la radio et voient la télévision. Et donc, on s'est dit, à un moment donné, c'était au début de l'année, enfin, de faire ce livre, Stéphanie Héménier et moi, pour raconter une histoire emblématique, mais en même temps mettre en cause nos présidents de la République jusqu'à celui qui vient de décider d'élargir les compétences des services de renseignement et de police. Ça sera le mot de la fin, Claude Angely. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette émission et d'avoir apporté d'autres éléments, en plus des éléments recensés dans ce récit. Merci, Claude Angely. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires sensibles. Aujourd'hui, les micros du Canard.